Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder une nouvelle étape de la compréhension du rôle de l'énergie pour les sociétés, mais également les interactions entre les différents vecteurs énergétiques que nous consommons. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord faire un rappel pour ceux et celles qui n'auraient pas vu les autres vidéos de la chaîne, et développer ensuite les énergies utiles via des exemples. Tout d'abord, un rappel sur le fait que le IROI doit s'évaluer et se calculer correctement si l'on souhaite étudier ses conséquences sur le contexte socio-économique. De plus, je ne parlerai dans la suite des vidéos plus que du IROI. Le IROC est également un paramètre intéressant, mais qui ne porte pas sur le sujet qui nous intéresse. Cette notion est importante, comme vous pourrez le constater dans les notes de calcul en fin de présentation. Ces notes ne sont pas commentées, mais n'hésitez pas à me contacter en cas de remarques ou de commentaires ayant attrait à cette partie ou à une autre. Un petit rappel vite fait ce qu'est le IROI, le Energy Return on Investment, ou taux de retour énergétique sur investissement, qui a été mal traduit en français par le TRE, le taux de retour énergétique. Le système sociétal consomme des ressources naturelles et des vecteurs énergétiques, afin de produire les biens et les services pour la population, les ménages. Et une partie de ces biens et services sont investis pour produire les vecteurs énergétiques, essence, électricité, charbon ou gaz, en utilisant des ressources naturelles ou non. Ces vecteurs sont consommés par les entreprises, mais également par les ménages. Le IROI se calcule selon l'énergie I qui a été investie dans le système de production de vecteurs énergétiques en fonction de ce qu'il rend disponible à la société, X et Y. Sa formule est la suivante. L'énergie rendue au système X plus Y divisée par l'énergie I investie par la société. Si cette valeur augmente, alors plus d'énergie est disponible et il y a plus de biens et de services disponibles pour être consommés. A l'inverse, quand le IROI diminue, la quantité de biens et de services diminue. L'autoconsommation de vecteurs énergétiques ne doit pas être considérée comme un investissement pour le calcul du IROI. Dans le cas contraire, ce n'est pas un IROI, mais c'est autre chose qui n'aura pas la même portée ou intérêt. Le IROI détermine le contexte socio-économique. Cependant, suite à un échange constructif, je vais préciser ce qui est sous-tendu par cette phrase. Historiquement, le IROI a lourdement influencé le contexte socio-économique, guerre, politique et géopolitique, ou encore les avancées sociales. En effet, le IROI détermine l'énergie maximum qui peut être consommée par les ménages, et celle-ci a fluctué dans une tendance haussière dans un contexte de compétition entre sociétés. Cependant, nous pouvons décider ensemble de ne pas viser cette augmentation, car l'énergie, c'est avant tout ce que nous souhaitons collectivement en faire, et il ne tient donc qu'à nous de donner tort à l'histoire. Dans ce cadre, la répartition de l'énergie disponible est essentielle. En complément, je vous propose maintenant des livres et des vidéos que je conseille afin d'approfondir cette thématique. Tout d'abord, Vera Nikolsky et Féminicène. Je vous conseille également son interview sur le média Élucide, l'angle mort du féminisme. Un autre livre est De l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond, mais également Paul Kennedy et Naissance et déclin des grandes puissances, et enfin un livre que j'affectionne particulièrement, un livre de Victor Cour, L'emballement du monde, et que vous pouvez également retrouver sur le média Limite. Pour information, les vecteurs énergétiques sont repris dans l'acronyme VE que j'utiliserai pour la suite de la présentation. Les sociétés investissent pour produire des vecteurs énergétiques tels que l'électricité, le pétrole, le charbon ou le gaz qui seront disponibles pour la société dans son ensemble, les ménages comme les entreprises. Cependant, ces vecteurs énergétiques doivent être convertis pour nous être réellement utiles, car ce qui nous intéresse dans le gaz, c'est qu'il nous chauffe et que le pétrole nous déplace. Je conseille la vidéo à ce sujet sur cette chaîne pour plus de détails. Nous avons donc 4 grands vecteurs énergétiques, l'électricité, le pétrole, le charbon et le gaz. À noter que ces derniers peuvent être convertis en électricité également. Ceux-ci sont rendus disponibles à la société qui, via des machines, vont être convertis en l'une des 3 grandes énergies qui nous sont utiles. L'énergie thermique pour nous chauffer ou produire des métaux, l'énergie mécanique majoritairement pour nous déplacer et des rayonnements électromagnétiques pour nous éclairer ou pour nos équipements de télécommunication. On a donc la formule du IROI et la formule du IROI utile. Cependant, le IROI utile est plus faible que le IROI,
car le vecteur énergétique doit être converti en énergie utile via une machine. Et cette machine implique malheureusement une perte complémentaire. Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé directement mes vidéos en parlant de l'énergie utile? Parce que le e-ROI est plus facile à comprendre, à appréhender, et qu'il me semblait plus judicieux de parler de celui-ci pour que les bases soient bien claires et acquises avant d'embrayer sur la complexification du principe. Pour revenir sur les pertes, chaque vecteur énergétique aura pour chaque énergie utile un coefficient de conversion propre qui sera inférieur à 1. La seule exception sera la production de chaleur à l'aide de pompes à chaleur via le vecteur énergétique électrique. Comme expliqué, et avec l'exemple pour la production de force mécanique, le coefficient de conversion, en plus de dépendre du vecteur énergétique, dépend de l'époque, du sous-produit utilisé, essence ou diesel par exemple, ou encore de la taille du moteur. En effet, plus un moteur est grand, plus il sera efficace, et un moteur de voiture peut atteindre 30 à 35% de rendement, alors que celui d'un porte-container sera plutôt de l'ordre de 45 à 50%. Je vais donner ici des exemples purement illustratifs pour que le concept de renforcement synergique des énergies soit bien compris pour le prochain exemple. Donc, jusqu'en 1850, nous avions surtout du charbon pour produire de la chaleur et de la force mécanique. Disons que pour une unité de biens et de services investis, on obtient 100 unités de charbon. Le e-ROI est donc de 100. 80 unités sont converties en chaleur et 20 unités en force mécanique. Alors, le e-ROI utile est de 85. Il est plus faible que le e-ROI, car le e-ROI utile mécanique du charbon n'est que de 25 à cause de son rendement de 25%. Et 25% de 100, ça fait 25. Ensuite, à partir de 1900, le diesel et l'essence ont pris le relais. Le e-ROI est de 80 et le e-ROI utile mécanique est de 32 grâce à un rendement de conversion de 40%. 40% de 80, ça fait 32. Et donc, logiquement, on est passé d'une utilisation du charbon uniquement à une utilisation conjointe de charbon et de pétrole. Ceci permettant pour un investissement identique d'augmenter la production totale et le e-ROI utile global en passant de 85 à 89, alors que le e-ROI, quant à lui, baisse de 100 à 97. Ensuite, les autres énergies fossiles ont été exploitées et le système productif a optimisé les usages pour maximiser le e-ROI utile et augmenter la production totale. D'ailleurs, on constate un changement de pente évident avec l'avènement du pétrole, du gaz et de l'électricité. Électricité qui est essentielle pour produire de l'électromagnétisme. Pour rappel, avant, on s'éclairait avec du gaz. Le gaz n'est pas meilleur que le pétrole pour faire de l'électricité, c'est le pétrole qui est plus intéressant pour produire de la force mécanique, du transport, qui lui est nécessaire pour permettre la complexité du système, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo portant sur les sociétés hors équilibre. Un autre exemple intéressant est en lien avec l'exploitation des forêts, ce qui sort légèrement du sujet de base car le bois a un usage énergétique, mais surtout un usage matière. Tout d'abord, une mine, qui est peu étendue avec une exploitation souterraine. Une mine est donc un lieu de production important dans un espace restreint avec une durée d'exploitation conséquente. Dès lors, l'investissement conséquent d'une ligne de chemin de fer est donc énergétiquement intéressant pour le transport de fret d'un point A à un point B quand une voie d'eau n'est pas disponible. Une forêt, quant à elle, et contrairement à la mine, est un lieu de production aérien étendu et moins dense en énergie que dans le cas du charbon. En plus d'être étendu, dans les massifs forestiers, on retrouve un dénivelé pouvant être important et des cours d'eau, ce qui rend l'économique transport ferroviaire peu utile et certainement pas rentable. L'exploitation pourrait se faire à l'aide de la traction animale, mais son e-ROI utile mécanique est plus que faible, comme nous allons le voir par la suite. Dès lors, après la découverte du pétrole et l'invention du moteur à explosion dont le e-ROI utile mécanique n'a cessé d'augmenter, il a pu être adapté à des machines forestières qui, de plus, ne requièrent que peu d'infrastructures complémentaires. Il a donc été possible d'aller exploiter plus de bois à bon compte pour les besoins et les envies de nos sociétés. Enfin, ici, un autre exemple du lien entre e-ROI et contexte socio-économique.
La machine cheval a un IROI utile mécanique inférieur à 4, car il a un rendement faible avec une source d'énergie céréalière ayant également un IROI faible. La production d'énergie utile mécanique du charbon, quant à elle, équivaut à son IROI de l'ordre de 100 multiplié par le rendement de conversion de la machine. Dès lors, à partir de 1800, le cheval a pu être remplacé dans ses applications fixes et à partir de 1850 dans ses applications mobiles. Dès lors, sa population s'est effondrée. S'il y a moins de chevaux, alors tous les travailleurs du secteur, dont de nombreux agriculteurs et éleveurs, ont dû retrouver un emploi, dans les mines ou dans l'industrie. Les mines produisant plus d'énergie et de matière pour alimenter les dites usines, en augmentant ainsi la quantité de biens et de services disponibles pour les ménages. Les valeurs utilisées ici étaient approximatives. On constate néanmoins que le IROI utile peut augmenter même avec de nouveaux vecteurs énergétiques ayant un IROI plus faible. Et maintenant, un exemple actuel avec des estimations beaucoup plus précises et spécifiques, car le plus grand champ éolien norvégien va alimenter des stations pétrolières. Attention à nouveau, car les études reprises par la suite n'utilisent pas forcément le même périmètre d'analyse, et j'ai donc dû adapter certaines valeurs afin d'avoir un périmètre d'investissement le plus constant possible, ceci permettant de réaliser des comparaisons de technologies adéquates et correctes. La thématique du périmètre sera abordée dans une autre vidéo complémentaire. Les études utilisées sont reprises en description et les notes de calcul des IROI et des IROI utiles sont repris en fin de vidéo. Le IROI de l'extraction conjointe du pétrole et du gaz vient d'un plateau aux alentours de 250 dans les années 2000 pour décroître à 80 ces dernières années. Il ne s'agit pas ici du IROI d'un puits, mais de plusieurs champs pétroliers différents mis en exploitation à des moments différents. On retrouve également le IROI de l'éolien flottant en mer qui s'est développé ces dernières années. L'éolien offshore flottant a une valeur inférieure à l'éolien offshore ancré, dû à un usage supérieur d'acier à puissance équivalente. En ce qui concerne la production d'énergie mécanique, l'électricité de l'éolienne est convertie en force mécanique avec très peu de pertes, contrairement au gaz qui voit son IROI utile mécanique diminuer de plus de moitié. Les IROI utiles pour cet usage se sont donc rapprochés dans les années 2010 avant que celui de l'éolien dépasse celui du gaz. Dès lors, vu la déplétion naturelle des gisements et la baisse continue de IROI, vu l'évolution technologique de l'éolien en mer, les éoliennes flottantes sont donc logiques car elles permettent d'augmenter la production de gaz au même titre que historiquement le pétrole a permis d'augmenter la production de charbon. Et maintenant, voyons ensemble un exemple similaire dans un endroit moins venteux mais nettement plus ensoleillé. Comparons donc le IROI de production du vecteur énergétique électrique de deux technologies en Arabie Saoudite. La génération électrique à partir de pétrole a un IROI estimé à 30. Cette valeur me semble cohérente par rapport aux autres études que j'ai utilisées, mais je n'ai pas trouvé d'études spécifiques à ce pays et les investissements des compagnies pétrolières ne sont pas accessibles. La génération électrique photovoltaïque est estimée à 30 dans le cas spécifique d'une ferme solaire bien différente d'une installation domestique ou commerciale, dans un pays très ensoleillé et ne comportant pas de stockage. Dès lors, le photovoltaïque devient donc intéressant, ce qui permet d'augmenter la production en mettant le pétrole non consommé à disposition. Je vais réaliser maintenant une évaluation équivalente sur base du proxy monétaire. Cependant, je déconseille très vivement d'utiliser le prix comme moyen d'analyse, car selon moi, celui-ci risque de vous induire en erreur et de donner de mauvaises conclusions avec de bonnes hypothèses. À ce titre, je vous conseille la vidéo complémentaire sur le salaire, et une autre vidéo prenant l'exemple de la mauvaise compréhension du coût du photovoltaïque en Europe qui sera disponible prochainement. Si vous êtes intéressé par la thématique, je vous conseille la série d'articles sur la querelle entre l'Allemagne et la France, qui est disponible sur 2000watts.org. Selon le prix de marché du pétrole, on peut évaluer le prix du kilowattheure électrique produit avec celui-ci. Il est d'environ 10 cents le kilowattheure. Cependant, ceci est faux et n'a été indiqué que pour étayer mon point précédent. En effet, le coût pour l'Arabie Saoudite n'est pas le prix de marché, mais le prix de production. C'est ce prix qui devrait être utilisé car c'est ce prix qui est réellement payé par un pays producteur
et qui donne un prix de l'électricité à environ 3 cents le kilowattheure. Comparons maintenant ce prix à celui du kilowattheure électrique photovoltaïque. Selon le coût d'investissement déclaré, le prix est de 1,2 $ par watt-crête ou 1200 $ par kilowatt-crête. Attention, il s'agit ici d'une puissance et non pas d'énergie. Selon les données du Global Solar Atlas et selon différentes hypothèses, le coût serait donc compris entre 2 et 4 cents du kilowattheure, et donc égal ou inférieur à la production d'électricité au pétrole. On retombe ici sur une conclusion presque similaire à celle basée sur le IROI. Je mets ici directement la source utilisée pour le coût de production, car je conseille vivement cette étude produite par le Shift Project, mais également celle sur le gaz. Enfin, une explication sur le pourquoi l'Arabie Saoudite n'a pas investi massivement plus tôt dans le photovoltaïque. En effet, il fallait que le coût du watt-crête soit suffisamment bas pour que l'opération soit rentable. J'attire également votre attention sur le fait que le coût en 2020 est inférieur au coût de 1,2 $ donné précédemment, et pour deux motifs. Le premier étant l'inflation, et le second étant que la présence de sable et de poussière nécessite des investissements complémentaires de nettoyage des panneaux sans eau, ce qui engendre un surcoût. À nouveau, et dans le cadre du renforcement synergique des énergies, pour l'Arabie Saoudite, le PV est donc une solution lui permettant de produire, et donc de vendre plus de pétrole et de gaz. Le IROI est un moyen de faire comprendre la base du concept. Le IROI utile, quant à lui, détermine le contexte socio-économique. Les technologies se renforcent mutuellement afin d'optimiser les vecteurs énergétiques disponibles pour la société. Ceci est dû à des améliorations technologiques qui font évoluer la société vers un nouvel état de complexité. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo qui traitera de l'énergie utile dans une société instable qui évolue. Dans le cas du pétrole et du gaz norvégien, je me suis basé sur l'étude que vous retrouverez ici, mais également en commentaire. À la figure 14, on retrouve le IROC qui peut être corrigé avec la figure 10, car les auteurs ont spécifié quelle quantité de gaz a été utilisée pour la production, mais également l'énergie grise des investissements. Ces données m'ont permis d'obtenir le graphique suivant, qui a ensuite été corrigé et extrapolé sur base des 5 autres études suivantes, que vous retrouverez également en commentaire. Veuillez noter la forme des courbes cerclées de rouge. On retrouve une décrue linéaire suivie d'un plateau très légèrement décroissant. Ceci est lié au fait que la qualité des gisements est une distribution gaussienne qui, lors de leur mise en exploitation par intérêt économique, le cherry picking, donnera une courbe de IROI en forme de S, comme repris à droite. Pour le cas chinois, on retrouve une courbe similaire à celle de la Norvège, mais avec des valeurs plus basses. Trois éléments doivent être pris en considération ici. Tout d'abord, la production chinoise est encore en augmentation sur la période, contrairement à la Norvège. Ensuite, la Chine a dû réaliser des investissements importants dans les dernières années du graphique, car la production a été boostée à partir de 2010. Enfin, l'étude utilise le proxy monétaire pour évaluer les investissements, alors qu'il est coutumier d'entendre que la Chine manipule sa monnaie à des fins économiques, ce qui donne plus de doutes sur la qualité de cette étude. Enfin, pour clôturer le IROI du pétrole, cette étude me semble intéressante. Tout d'abord, les investissements en sont exclus. Dès lors, le IROI moyen peut être évalué en utilisant d'une part le IROC tronqué donné par l'étude et d'autre part le ratio énergie investie sur énergie consommée trouvé dans l'étude norvégienne et l'étude chinoise. Ce ratio est compris entre 15 et 45% avec une moyenne à 30% en Norvège et 23% en Chine. Dès lors, en considérant un ratio compris entre 15 et 30%, on obtient un IROI compris entre 120 et 60. Pour calculer le IROI de l'éolien norvégien, comme pour le photovoltaïque repris précédemment, je me suis basé sur les études suivantes et sur les spécifications des fabricants afin de déterminer le tonnage des différents matériaux utilisés afin de calculer le coût énergétique de fabrication. Il est à noter que l'éolien flottant a l'avantage de pouvoir être placé dans des zones ayant des régimes de vent très favorables, mais au détriment d'un investissement nettement plus important en acier pour la structure. Ensuite, j'ai utilisé le Wind Global Atlas afin de pouvoir calculer la production d'éoliennes.
Sur la base d'une durée de vie de 25 années avec un facteur de charge de 60% et une vitesse de vent moyenne très favorable de 9 mètres par seconde, le Hiroi est d'environ 37. Pour celles et ceux qui se demanderaient pourquoi le Hiroi de l'éolien flottant augmente dans le graphique utilisé, ceci est dû au fait que la taille des éoliennes a augmenté. Plus le mât est haut, plus la production est importante. Mais plus le mât est haut, plus l'investissement en acier doit être important également. Cependant, ceci a une limite, car à partir d'une certaine hauteur, le régime de vent change peu, alors que d'un autre côté, la quantité d'acier augmente rapidement avec la hauteur du mât pour des motifs de bras de levier et de résistance des matériaux.